Désormais, l'Iran des Mollahs a-t-il dit son dernier mot? Ce week-end, Israël a été la cible d'une attaque du Hezbollah libanais. Le groupe chiite armé et financé par l'Iran dit avoir lancé des centaines de drones et de roquettes. Israël évoque des dégâts mineurs et a riposté. L'Iran, pour sa part, a salué l'opération de son allié libanais. Bonjour Emmanuel Razavi. Bonjour Benjamin, merci de me recevoir. Merci à vous d'être présent justement pour évoquer cette actualité internationale très pesante. Vous êtes grand reporter franco-iranien, spécialiste du Moyen-Orient, notamment pour Paris Match, auteur du livre La face cachée des Mollahs, c'est aux éditions du CERF. Emmanuel Razavi, le régime iranien promettait de venger la mort du chef politique du Hamas sur son sol. C'était fin juillet, on le rappelle, assassinat attribué à Israël. Est-ce que l'attaque du Hezbollah ce week-end, dimanche, est la riposte qui avait été promise par Téhéran depuis bientôt un mois? Alors, je suis pas sûr que ce soit la riposte, si vous voulez, promise. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Si vous voulez, ce week-end à la télévision, il y a eu une allocution en fait du président iranien, donc Pezeshkian, qui a clairement dit. Alors, c'est assez intéressant, double discours, parce qu'il dit clairement en fait d'un côté, il veut faire en sorte d'aller en fait vers l'accalmie, qu'il veut aller vers une reprise, en tout cas, du dialogue en fait avec les États-Unis, et dans le même temps. Le Hezbollah, vous l'avez très bien rappelé, qui est la milice aux ordres des gardiens de la révolution islamique iranien, attaque Israël, mais attaque et puis très rapidement annonce que voilà, elle a fait ce qu'elle avait à faire et finalement laisserait entendre que bon, elle a atteint en fait ses objectifs, qu'elle s'arrête là. Je pense que les informations qui viennent aujourd'hui de l'état-major israélien sont justes. Je pense que c'est très très mineur en fait les dégâts en fait qui ont été faits par le Hezbollah. En fait, on est toujours dans cette espèce en fait de double discours qu'on a avec la République islamique d'Iran depuis des années. Mais comment on l'explique ce double discours? Oui, dites-nous Emmanuel Razavi, comment on l'explique ce double discours? Pour répondre à votre question, il faut comprendre le contexte dans lequel évolue aujourd'hui la République islamique d'Iran. Vous avez d'abord en fait des dissensions, je l'ai déjà raconté sur votre antenne, mais des dissensions très importantes entre ce qu'on appelle en fait le courant réformateur iranien, dont est issu en fait le président de la République islamique, Pezeshkian, et puis ce qu'on appelle en fait les conservateurs ou les ultra-conservateurs qui s'inscrivent dans l'idéologie, si vous voulez, la plus dure de l'islam chiite et qui sont dans la continuité de ce que prônait en fait l'ayatollah Khomeini en 1979, c'est-à-dire l'éradication en fait de l'État hébreu, continuer ensuite en fait à exporter le djihad en Occident. Donc on est là-dedans. Et puis il y a aussi, au milieu de tout cela, la contestation populaire sans précédent en fait en Iran depuis 2 ans, avec un contexte économique qui est tragique pour l'Iran. Vous avez un Iranien sur 2 qui vit en dessous du seuil de pauvreté. En clair, ce que je suis en train de vous dire, c'est que l'Iran aboie en permanence pour faire peur et pour faire oublier en fait qu'il est dans une situation qui est une situation dramatique, parce qu'il n'arrive pas sur le plan intérieur en fait aujourd'hui le régime avec des femmes iraniennes qui sont tuées parce qu'elles ne portent pas le voile aussi, c'est ça, disons les choses franchement aussi. Alors oui, alors entre autres choses parce que le voile, si vous voulez, incarne un peu l'un des piliers du régime en 79 quand l'ayatollah Khomeini a pris le pouvoir. Très rapidement il a imposé le voile parce qu'il considérait qu'avec le voile l'islam occuperait, si vous voulez, l'espace public, très clairement, qu'on le verrait à tous les carrefours, dans toutes les rues, sur toutes les avenues. Mais si vous voulez, derrière, en fait, la contestation liée au voile, il y a toute cette situation aujourd'hui économique, sociologique et politique que je vous explique en fait en Iran et qui fait de ce pays un pays au bord du gouffre en permanence, mais qui tient parce qu'il est en permanence dans le bluff, menace en permanence, si vous voulez, d'étendre un espèce de conflit généralisé au Proche et au Moyen-Orient, avec une diplomatie occidentale aujourd'hui qui, dans l'ensemble, est assez faible et compose plus qu'elle n'impose quoi que ce soit à la République islamique d'Iran et aux Mollahs. Pays donc, vous le dites, au bord du gouffre. Est-ce que pour autant c'est un pays est-ce qu'il est dangereux ou pas, très clairement, pour la stabilité? On sait que c'est un pays central à ce niveau-là pour la stabilité régionale. Ah ben oui, évidemment, l'Iran, si vous voulez, est un pays quand même qui a une armée qui est très importante. Il faut comprendre qu'il y a quand même plus de 400 000 en fait soldats au sein de l'armée régulière. Vous avez à minima 160 000 gardiens de la révolution, plus une milice civile dont on ne connaît pas en fait le nombre exact. Certains la chiffrent même jusqu'à plusieurs millions de miliciens. Donc la réalité, c'est que oui, l'Iran aujourd'hui est un danger pour la stabilité en fait du Proche et du Moyen-Orient, notamment par le biais en fait de ce qu'on appelle ses proxys, si vous voulez, qui sont évidemment le Hezbollah chiite libanais, que les gardiens de la révolution ont créé en 1982 dans le sud du Liban, par le biais des Houthis, et puis on le voit bien, évidemment aussi par le biais du Hamas, parce que l'Iran est l'un des sponsors
du Hamas à Gaza, mais aussi du FPLP et du djihad islamique palestinien. On parlait de cette riposte à Israël de la part de l'Iran. Est-ce qu'elle a un véritable intérêt à passer à l'action? Est-ce que le régime iranien a un intérêt véritablement à passer à l'action? Et est-ce qu'elle craint ou pas? Est-ce que l'Iran craint finalement derrière tout cela la réaction d'Israël, mais aussi des États-Unis? Alors oui, vous avez raison de le souligner. Moi, j'ai discuté avec des gens qui sont à l'intérieur du régime, qui disent, alors c'est plutôt les plus modérés, qui disent il ne faut surtout pas en fait qu'on suive les conservateurs dans une logique de conflit, parce que assurément les États-Unis défendraient Israël et ce serait la fin, très clairement la fin de la République islamique. Alors pour autant, quand ces plus modérés disent cela, il faut comprendre qu'ils viennent en général du parti réformateur. C'est ce que je raconte dans mon livre. C'est que ce parti réformateur, il est quand même islamiste et c'est un parti réformateur qui a la main sur les trafics en fait de drogue, sur les trafics d'armes, sur la prostitution en Iran, mais quasiment dans l'ensemble en fait du Moyen-Orient et même jusqu'en Amérique du Sud où ils ont des partenariats avec des accords avec des cartels. Donc si vous voulez, aujourd'hui, c'est très difficile de trouver en fait une source entre guillemets fiable, honorable au sein en fait des composantes ou de la composante en fait qui dirige le pouvoir en Iran, mais il faut jamais oublier que c'est un pays en fait qui est en permanence sur le fil. Et si vous voulez, le fait que en permanence les mollahs aboient, menacent, c'est aussi une façon pour eux, c'est un peu la question que vous posiez, mais d'arriver à négocier ce qui les intéresse. En ce moment, alors, je crois que c'était samedi ou dimanche, quand Pezeshkian, le président iranien, est passé à la télévision d'État iranienne, il allait clairement laisser entendre qu'il allait avoir, une remise à plat des accords sur le nucléaire. Sur le nucléaire, oui, tout à fait. Donc, exactement. Donc, c'est aussi une façon, les menaces en fait sur Israël, de faire un chantage à la communauté en fait internationale, aux grandes démocraties. Nonobstant le fait que le président iranien a clairement dit que de toute façon, la République islamique allait aujourd'hui davantage se rapprocher de la Chine et de la Russie. En clair, c'est une forme de mise en garde, je dirais, aux grandes démocraties européennes et aux États-Unis pour leur dire, écoutez, on peut très bien se débrouiller en fait sans vous. Donc voilà, il y a encore une fois des négociations. Mais tout ce jeu-là dure depuis des décennies. Et vous voyez, avec tout ce que ça implique de dramatique, de tragique en fait pour le Proche et le Moyen-Orient. Je fais allusion au 7 octobre dernier évidemment, mais c'est en permanence ça l'Iran. C'est un jeu qui est aussi en fait entre terrorisme, chantage diplomatique. Et ça dure depuis 45, donc ça veut dire finalement de ce qui se passe actuellement, cette question de la riposte en direction d'Israël, c'est qu'un prétexte, si je vous suis bien, pour peser une façon d'avoir une influence plus importante au niveau international, c'est ça? Écoutez, clairement, en tout cas, oui, moi c'est ce que je comprends puisque je discute avec l'Iran, comme vous le savez, assez régulièrement. Oui, c'est une réalité. Aujourd'hui, c'est un moyen pour les mollahs iraniens de dire à l'ensemble du monde, nous pesons, nous avons les moyens de déstabiliser en fait le Moyen-Orient et puis par extension en fait l'ensemble du monde. Parallèlement, il faut pas oublier en fait que toutes les manifestations dites pro-palestiniennes qu'on a depuis un an, mais qui sont clairement très souvent des manifestations pro-Hamas, elles ont pu être aussi influencées parfois par des agents en fait du régime iranien. Je fais allusion à des manifestations notamment en fait en Angleterre où on a vu, où ont été filmés en fait des gens qui travaillaient pour le régime iranien. Donc si vous voulez fragiliser à un point, fragilisé de façon extrême, le régime iranien aujourd'hui montre un peu les muscles et les gros bras, justement, pour montrer qu'il a encore les moyens, en fait, de peser. Alors que, comme je vous le disais tout à l'heure, il est quand même dans une situation d'asphyxie économique, très clairement, et de contestation populaire vraiment sans précédent. Un grand merci pour votre éclairage, Emmanuel Razavi. Je rappelle que vous êtes donc grand reporter franco-iranien, spécialiste du Moyen-Orient, auteur du livre « La face cachée des mollahs ». C'est aux éditions du CERF. Sud Radio bientôt.